Alors bonjour à tous, on va essayer lors de cette intervention de vous faire partager notre quotidien au sein du CEF de Doudeville. Nos propos, vu que c'est le thème du colloque, vont bien évidemment tourner autour de la violence. Pour autant, c'est important pour moi de dire, avant de commencer, que le travail au sein du CEF n'est pas que violence et que si elle fait partie de notre travail, ce n'est pas que ça. Alors le CEF de Doudeville est géré par l'association Léni, qui est une association qui œuvre majoritairement dans le champ de la protection de l'enfance, également dans le champ du handicap, puisqu'elle gère des ITEP, et elle gère également deux CEF. Le CEF de Saint-Denis de Thiboux, qui accueille exclusivement des jeunes garçons, et le CEF de Doudeville, où nous exerçons, qui accueille exclusivement des jeunes filles âgées de 15 à 18 ans, qui a cette particularité d'être le seul CEF à n'accueillir que des jeunes filles. Alors on a intitulé notre résumé sur la présentation « Une violence qui dérange ». Pourquoi qui dérange ? Parce qu'effectivement, je pense pouvoir dire, sans trop me tromper, que dans la société, l'image de la femme est plutôt une femme aimante et douce qu'une femme violente. Et effectivement, on le voit, alors même si ça tend à disparaître, dans les réponses qui sont apportées aux jeunes filles quand elles commettent des actes délictueux. J'entends par là qu'avant qu'on arrive sur une orientation CEF, voire une incarcération, il faut souvent que les jeunes filles récidivent beaucoup plus que les jeunes garçons qui, eux, vont être plus vite arrêtés par une décision de justice qui les orienterait vers un CEF, voire une incarcération. Alors la violence au CEF, comment elle s'exprime ? Déjà, elle s'exprime avant leur arrivée, puisqu'effectivement, les jeunes filles que l'on accueille en CEF ont forcément eu des passages à l'acte. C'est une alternative, le placement CEF à l'incarcération, pour des jeunes filles qui encourraient 5 ans d'emprisonnement. Alors sans faire une liste exhaustive des passages à l'acte que l'on va avoir au CEF, il est souvent question de vol, de violence envers du personnel chargé de missions publiques, des éducateurs, très souvent, avec un non-respect du contrôle judiciaire et du coup des violences comme ça qui se perpétuent et qui continuent. Et puis on a aussi effectivement affaire à des jeunes filles qui ont posé des actes criminels, viol, tentative d'homicide ou homicide. Alors forcément, l'un des travaux au CEF, c'est de travailler sur ces passages à l'acte, à savoir d'avoir une réflexion avec elles sur qu'est-ce qui amène, à un moment donné, à commettre de tels actes, dans l'idée de comprendre, qu'elles comprennent et d'éviter la récidive. Alors ça, je vais laisser ma collègue, parce que c'est effectivement un travail effectué avec les éducateurs, mais aussi et plus particulièrement avec la psychologue. Alors au sein du CEF, quelles sont les manifestations de violence ? On a quand même affaire à des jeunes filles qui sont très agressives et où la violence verbale est pour le coup notre quotidien. Violence verbale entre elles, bien souvent, puisque très agressives et elles se sentent souvent très agressées. Donc vous connaissez l'histoire de « elle m'a mal regardé ». Mais aussi envers les professionnels. Effectivement, c'est des jeunes filles qui n'ont de cesse de jurer sur la tête de leur mère, les nôtres ne sont pas épargnés. Alors comment on gère cette violence verbale ? On est pas très indulgent. Je dirais qu'on est même très vigilant à la façon dont elles s'adressent aux autres. Donc les langages fleuris sont toujours repris. Alors avec humour, avec bienveillance toujours, il n'est pas question de monter mais c'est vrai qu'on laisse pas beaucoup de dérapages verbaux et on est très vigilant à ça. Alors effectivement, l'éducatif c'est de la répétition, je vous le confirme, et on propose des alternatives à chaque fois qu'un mot n'est pas adapté. Et puis cette violence-là, elle existe et il y en a une autre, c'est la violence physique. C'est pas notre quotidien, une fois de plus, pour autant, elle est présente.
beaucoup plus à l'égard des autres jeunes filles qu'à l'égard des professionnels, même si ça arrive. Mais en tout cas, entre elles, elles ont, je dirais peut-être comparé aux autres jeunes filles, une facilité à en venir aux mains du fait qu'elles soient déjà passées à l'acte beaucoup plus facilement que d'autres. Alors cette violence, on ne la laisse jamais passer. Quelle réponse on apporte à ça ? Soit une réponse judiciaire, c'est-à-dire qu'effectivement, on se doit de rendre des comptes au juge qui a ordonné le placement. Donc elles ont ce qu'on appelle des notes au juge, où on attend une réponse du juge. Donc on relate les éléments au juge qui lui nous fait... alors quelles peuvent être la réponse selon les actes, selon les juges et selon les... Elles risquent soit d'être renouvelées au CEF, parfois l'incarcération, puisque effectivement elles se doivent de respecter les conditions de placement au CEF. En tout cas, de toute façon, elles savent que ça va être... alors note au juge qu'on leur lit. On repose le cadre, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on écrit au juge, elles sont reçues par un des cadres, en présence d'un éducateur, et on rediscute effectivement de ce qui s'est passé. Et puis, elles sont sanctionnées à l'interne. Sanctionnées, alors soit des sanctions, soit des réparations, ça dépend de comment l'acte a été posé, mais aussi des sanctions. Alors je sais que des fois, on n'aime pas trop dans le milieu éducatif de parler de sanctions. Pour autant, effectivement, c'est des privations en plus, sachant que le CEF a déjà un règlement assez strict, avec un cadre très contenant. Alors le CEF, oui, c'est très contenant. C'est très contenant parce que déjà géographiquement, Doudeville, je suis sûre que ça ne dit rien à personne, pour la bonne raison que c'est un petit village dans la Normandie où nous sommes exclusivement entourés de champs. Donc déjà c'est très contenant avec des grilles, puisqu'il y a les CEF. Donc déjà le cadre en termes géographiques est assez contenant. Le règlement est très contenant. Le CEF, c'est des heures de lever, des heures de coucher, des heures d'activité, un rythme imposé, parfois difficile pour des jeunes filles qui étaient soit en errance ou en tout cas qui avaient plus un rythme de vie en tout cas classique. Et effectivement, ça aussi, ça a quelque chose de contenant. Même si c'est très contraignant et au début il est très compliqué pour les jeunes filles de tenir ce rythme, en même temps ça laisse pas de pause. Alors il y a des moments de pause et des moments de réflexion qui là aussi sont très rythmés dans la journée. Et une autre contenance, on a tendance à dire aux filles quand elles arrivent ici, alors il faut savoir que si elles fuguent, c'est comme si elles s'évadaient de prison. Puisque c'est une... Mais on leur dit qu'ici, on les laissera pas partir. Et que s'il faut les arrêter, on les arrêtera. Et ça fait partie de nos quotidiens, alors pas de notre quotidien, mais en tout cas de notre travail au CEF, de devoir les arrêter physiquement et de se mettre en travers de la route et de leur dire là, on ne te laissera pas te faire du mal aux autres ou te mettre en danger. Alors ça aussi, ça peut paraître violent, ça peut paraître parfois... Pour le coup, pour le pratiquer, les jeunes filles nous disent après, mais en fait, toi, t'as pas lâché. Et toi, t'étais là. Et tu ne m'as pas laissé déborder. Et ce cadre-là aussi, du coup, cette contenance, même si on n'y vient pas tout le temps et on s'amuse pas et on n'a pas plaisir à devoir contenir physiquement une jeune fille, pour autant, quand on arrive au bout de quelque chose et qu'on y passe, c'est aussi là où on est rassurant, en se montrant présent malgré leur débordement, là où souvent les réponses de l'adulte ont pu être puisque c'est comme ça, j'arrête et je baisse les bras. Je te laisse la suite. Alors, bonjour à tous. Moi, la contenance physique, c'est pas mon travail. C'est pas moi. En général, j'ai pas à faire avec ça. Je saurais pas faire d'ailleurs, je pense. Alors évidemment, le travail psychologique, il se fait beaucoup autour du thème de la violence. Cependant, les
c'est pas forcément d'emblée sur les actes que on va travailler, ni tout de suite, ni même parfois jamais. Hein. C'est parfois un travail qui se fait avec les éducateurs et pas forcément avec moi, parce qu'il y a d'autres choses à travailler. Donc, je vais reprendre le thème qui nous a précédés, les origines des violences de ces jeunes filles-là. Il y a des choses qui reviennent de manière très systématique, d'autres moins. Ce qui revient de manière très systématique, pour pas dire à 100% des cas, c'est les violences subies en famille, des violences répétées, des violences très précoces, des violences parfois qui relèvent de la torture, l'environnement social rajoutant une couche en général à ces violences-là. Je précise qu'il y a, ma collègue me disait peut-être plus même, moi je dirais 90% des jeunes filles qui ont été violées ou attouchées. Voilà. Bon. Les carences en famille, les carences sont multiples. Hein, vous imaginez bien, c'est des jeunes filles qui sont carencées sur tous les plans, sur le plan affectif, sur le plan éducatif. Elles connaissent pas les règles en fait. Parfois elles ne les connaissent même pas. C'est pas forcément qu'elles ne veulent pas les respecter, c'est parfois qu'elles ne le savent pas vraiment. C'est d'ailleurs assez déroutant hein, par moments. D'être confronté à cette ignorance. Donc toutes ces carences, ces violences, une absence du père malgré tout, je tombe peut-être dans un cliché, mais une absence du père qui est très très fréquente. Il peut être mort, hein, c'est pas forcément qu'il est parti, hein, il peut être mort. Il peut ne pas avoir reconnu la jeune fille, ça arrive souvent aussi, donc elle porte le nom de sa maman. C'est quelque chose qui revient beaucoup après dans leur discours, dans les entretiens. C'est très compliqué à gérer pour elle. Ou alors il est parti, il les a abandonnés, il ne veut plus avoir de contact avec elle. Ça, c'est des choses qu'on travaille aussi au CEF en équipe. On essaye de renouer le lien avec le papa. C'est quelque chose qu'on fait souvent, ou avec la maman, parce que le lien peut être bon avec la maman et avec le papa, excusez-moi, et très mauvais avec la maman. Hein. Ça va dans les deux sens. C'est plus fréquent dans l'autre sens, mais tout est possible. Donc, on voit également très souvent des difficultés d'ordre psychiatrique dans la famille très proche, dans les ascendants évidemment, parents, grands-parents, fratries, pas tellement, mais bon, en tout cas dans les ascendants il y en a très souvent. Et donc il y a des jeunes filles qui ont eu affaire avec un parent qui a une maladie psychiatrique et depuis toute petite elles ont à s'adapter à un grand psychotique à la maison qui suit pas son traitement et voilà. Bon. Très compliqué. Donc des souffrances dans l'ensemble psychique, physique évidemment, mais ça finalement c'est pas ça qui compte pour elles. C'est les souffrances psychiques qu'elles soulignent, très précoces, très intenses, et elles peuvent dire que, presque toutes, elles peuvent dire qu'elles n'ont jamais été heureuses. Moi, c'est une question que je pose assez régulièrement. Elles peuvent dire qu'elles n'ont jamais été heureuses et que ne savent pas si c'est vraiment possible pour elles, si c'est une opportunité qui s'ouvrira pour elles un jour. Voilà, donc c'est des enfants qui ont un rôle dans la dynamique familiale assez particulier. C'est des enfants qui sont des enfants un peu antidépresseurs, souvent. Moi, c'est ce que j'ai observé. Et leur violence, elle est antidépressive aussi, souvent, dans la famille. Donc c'est des parents qui sont réveillés par la violence de leur enfant, qui sont, en tout cas, maintenus en vie par la violence de leur enfant. Souvent, pas toujours. Et cette violence, évidemment, elle les sauve, elles aussi, hein, ces enfants-là, ces jeunes-là, puisque elle leur permet de ne pas s'effondrer complètement. L'effondrement est toujours très 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 proche, hein. On est toujours à la limite, on sent qu'il y a l'abîme juste derrière, avec une faille narcissique incommensurable pour la plupart. Pas toutes, on en a quelques-unes qui échappent à ça, mais c'est rarissime. Et la violence, on s'aperçoit au final que
c'est finalement un moyen de défense très efficace. Nous, ça nous paraît très déviant, mais en fait, c'est très efficace parce que ça a permis à tout le monde de survivre dans la famille. Et ça leur permet de se séparer d'un parent, souvent d'une mère, mais aussi d'un père, très accaparant, s'il est malade psychiatrique, qui pense son enfant comme sa continuité, et voilà, avec beaucoup de culpabilité pour l'enfant, etc. Donc la violence est le seul moyen pour cet enfant de se séparer du parent et de devenir, de s'individuer, de se subjectiver, etc., de grandir. On retrouve dans les comportements, en conséquence à tout ça, une recherche d'un amour inconditionnel qui a souvent eu lieu avant l'arrivée au CEF. Donc des jeunes filles qui se sont retrouvées avec un homme d'âge mûr, souvent, pendant plusieurs mois, plusieurs années, avec un attachement absolument inédit, qu'elles n'ont jamais vécu, qui les transporte au 7e ciel, avec une jalousie presque maladive, qui se rejoue d'ailleurs au CEF, et qui est souvent la source de violence par rapport à l'attachement aux éducateurs. Voilà, donc un amour qu'elles croient qu'elles ne retrouveront jamais, et donc il faut leur apprendre à espérer d'autres personnes. Quand on est face à elles, qu'elles nous racontent tout ça, qu'on entend tout ça, qu'on voit tout ça, on se demande un petit peu comment elles ont survécu, comment elles ont tenu jusque-là. Bon, bah, grâce à la violence, j'ai envie de dire, c'est ça aussi qui les a fait tenir. Et derrière tout ça, on sent que leur existence, fantasmatiquement c'est sûr, mais même réellement, elle a été menacée. Il y a eu les menaces de mort sont monnaie courante. Dans tous les sens d'ailleurs, contre elles, mais de leur part aussi. Donc le travail psychologique, comme je disais tout à l'heure, il se fait pas, déjà pas d'emblée, mais même pas forcément du tout sur les actes en eux-mêmes, parce que finalement c'est... Enfin, moi, après, c'est peut-être un parti pris personnel, mais ce sont les conséquences de toute cette histoire, et elles y viennent d'elles-mêmes à un moment donné, et bon. Une fois qu'elles ont réfléchi sur elles-mêmes, elles arrivent à réfléchir de manière autonome sur leurs actes. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, également, leur pensée n'est pas du tout figée. Pas du tout. C'est pas du tout des jeunes filles qui sont dans le silence, c'est pas du tout des jeunes filles qui sont incapables d'élaborer, pas du tout. Alors, il y en a qui se ferment, mais la plupart d'entre elles sont tout à fait capables de verbaliser. Alors déjà, elles ont vu 25 psys avant moi, en général. Donc elles savent très bien ce que c'est qu'un psy. Mais bon, le CEF, c'est un peu particulier. Elles savent qu'il y a la prison derrière ou avant. C'est un peu particulier. Donc l'élaboration, elles en sont parfaitement capables et la verbalisation est bonne. Donc ça, c'est des choses qui me facilitent le travail. Donc le travail, moi, les gens me disent souvent, oh là là, ton travail doit être très dur. Non, il n'est pas si dur que ça, parce que j'ai pas à leur arracher les mots de la bouche, sauf quelques-unes, donc quelques-unes qui sont là en ce moment. Bon, voilà, ça arrive. Donc on travaille sur leur histoire, évidemment, sur toutes ces douleurs. Voilà, elles attendent cette écoute et ce non-jugement. Ça les étonne toujours, le fait que nous soyons bienveillants toujours et non jugeants sur des actes extrêmement violents, notamment par exemple un viol ou quelque chose comme ça, ou des séquestrations en réunion, etc. Des choses sur personnes vulnérables, des choses dont elles peuvent avoir honte et que nous, on dit ok, d'accord, on avance là. Et voilà. On travaille sur la banalisation qu'elles ont mis en place de la violence. Alors moi, j'essaye de dramatiser la violence en leur disant non mais tu te rends compte que cette violence que tu mets en place et que tu as subie, elle est dramatique et que ça, voilà, c'est quelque chose qui va pas pouvoir se prolonger toute ta vie. Après ça, on s'attaque au clivage. Bon, ça pas le plus facile. Les clivages, qui sont toujours à l'œuvre, évidemment, qui rigidifient beaucoup
le fonctionnement c'est le but, hein, mais que l'enfermement permet déjà d'assouplir. Et le but final, c'est d'accéder à une position dépressive sans qu'elle s'effondre. Donc quand elles se mettent à pleurer, on est tous très contents. C'est côté sadique, non, un faux côté sadique, on est tous très contents quand elles pleurent, on leur dit, et elles sont elles-mêmes très contentes, hein, elles peuvent le verbaliser. Le travail psychologique de manière, si je veux faire une synthèse extrêmement rapide, c'est un travail sur l'enveloppe. C'est un travail sur l'enveloppe psychique, l'enveloppe physique, toutes les enveloppes, sur tous ces soins dont Mme Fleury parlait, qui ont manqué, et voilà, c'est une enveloppe qui est complètement trouée, c'est une passoire, hein, et voilà. Essayer de leur donner les outils pour réparer tout ça et avancer un peu plus solide. Alors, la violence féminine a-t-elle des spécificités ? Elles n'ont rien à envier à nos garçons, au moins sur le côté impulsif et sur le côté déterminé. Par contre, alors là pour le coup je me fie aussi à mon expérience ayant travaillé avec des garçons avant, elle est beaucoup plus tacite chez les filles, beaucoup plus stratégique et de ce fait beaucoup plus difficile à désamorcer. On a vu, hein, pour une petite anecdote, conflit entre une jeune fille, on reprend la jeune fille en entretien, on a un grand sourire, elle rentre dans la salle, on se dit ça y est, là c'est bon, on a fait notre boulot, bon bah elle a sauté dessus quoi. Elle ne se voit pas. C'est quelque chose où il faut être. Ça nous demande au quotidien, à nous et aux professionnels, hein, éducateurs qui accompagnent ces jeunes filles, une observation, une lecture de dynamique de groupe peut-être beaucoup plus accrue qu'avec des garçons. Et c'est jamais fini avec les filles. Avec cette idée de la jalousie là. Alors ça, je sais pas si. Je pense que c'est quand même bien spécifique. Aux femmes, désolé, hein, j'en suis une, mais enfin, il faut quand même s'avouer des vérités, où les jeunes filles ont, alors sont aussi avec leur carence et le vide affectif, elles sont très jalouses. Alors ça joue beaucoup plus avec les éducateurs référents, où c'est toujours toute une histoire et c'est toujours tout un travail quand l'éducateur référent accueille une autre jeune fille et qu'il va aussi être référent. Tu passes plus de temps avec elle, t'as fait sa vêture et tu ne l'as pas fait à moi. Elles ont toujours peur qu'on les laisse et ça crée mais des vrais conflits. Et effectivement, deux filles qui s'empoignent, contrairement aux garçons, je dirais qu'un coup aux deux étant donné un partout, la balle au centre. Bon, bah avec les filles, il faut plutôt les arrêter parce que les cheveux volent assez facilement et elles ne s'arrêtent beaucoup moins facilement. Alors effectivement, au quotidien, c'est comment on est assez vigilant pour éteindre ce conflit dans l'œuf, pour essayer d'être d'anticiper et de verbaliser. J'ai bien vu, c'était désagréable pour toi, peux-tu m'expliquer ? Parce que si on n'est pas vigilant à ça, ça peut éclater très vite. Et c'est vrai qu'au quotidien, ça a vraiment peut-être une spécificité du travail auprès des jeunes filles, d'anticiper, d'observer et d'être très vigilant à la dynamique de groupe. Pourquoi un tel ne va plus parler à un tel ? Qu'est-ce qui fait que celle-ci reste dans le coin alors que d'habitude elle est en salle télé ? Ça, c'est effectivement... très très présent et un vrai travail au quotidien, surtout qu'en plus elles ont quand même la capacité de mettre assez facilement à mal, au moins psychologiquement, une autre jeune fille du groupe. Un groupe de filles, quand elle se met contre une autre jeune fille, je peux vous assurer qu'elles sont loin d'être sympathiques et que tout est bon et qu'elles peuvent être très fortes dans la façon où elles mettent à mal une autre jeune fille, très virulente et très méchante. Donc effectivement, je dirais que ça peut-être là la spécificité, c'est d'être très attentif non pas à ce qui se dit, mais à l'espace, comment les jeunes filles investissent l'espace et tout ça, parce que tout ça ce sont des signes d'un mal-être, d'une dynamique de groupe, et c'est vrai que ça on y est assez vigilant pour éviter que ça prenne des proportions trop importantes.
En ce qui concerne cette violence, donc la spécificité féminine de cette violence, donc chez nous, les jeunes filles qui sont accueillies, elles sont dans une violence hétéro-agressive, ce qui va à l'encontre, on en parlait tout à l'heure, des représentations sociales qui sont plus dans une image de la femme dans une violence auto-agressive. Alors, il y en a qui sont aussi dans des automutilations, etc., mais elles sont beaucoup plus dans l'hétéro-agressive. Alors ça met en lumière plein de choses. Je pense que, enfin, moi j'ai le sentiment d'un sentiment chez elles, d'une injustice complètement envahissante du fait de pas être un homme, de pas être un garçon. Donc il y a c'est pas toujours verbalisé, mais il y a une recherche de virilité qui est très prégnante, avec un rejet de l'identité féminine ou un déni, un rejet ou un déni, ou une tentative d'être ni l'un ni l'autre, parfois. Donc en tout cas une grande difficulté à gérer le fait d'être une femme. Ce qui pourtant va parfois. Alors, il y en a qui sont très prudes, qui se montrent très prudes, qui ne peuvent absolument pas aborder le sujet de la sexualité. C'est très compliqué. Bon, ça, on l'entend au vu de ce que je viens de dire. D'autres qui sont au contraire dans des comportements très sexualisés, ce qui peut paraître plus paradoxal. Moi, d'après ce que j'ai pu observer, je le vois au contraire comme un pouvoir qu'elle virilise. Une espèce de pouvoir sur l'homme qu'elles peuvent mettre en place et une forme de soumission de l'homme par ce biais-là. En revanche, elles ont une conception du couple complètement complètement étrange, en tout cas au vu de ce qu'elles mettent en place, très surannée. Donc la femme est soumise à l'homme et l'homme peut faire ce qu'il veut, taper, tout ce qu'il veut, il peut tout faire. Donc ça, on travaille dessus. J'avoue que moi, je suis pas encore, je sais pas encore bien répondre à cette problématique-là. Donc gros travail qui est fait sur l'image de soi, l'image du corps. Les éducateurs qui travaillent aussi beaucoup sur le corps, avec des ateliers sur le corps, etc. Moi aussi. Moi, je revalorise beaucoup déjà rien que la petite fille, parce que déjà la petite fille, elle est attaquée dans le fait d'être une petite fille, souvent parce qu'elle a été violée et touchée aussi. La jeune fille et puis la femme à venir, on travaille sur les représentations sociales de la femme, etc. Et ça donne souvent d'ailleurs des discussions très intéressantes sur ce qu'elles peuvent elles avoir comme représentation de la femme et de son rôle dans la société. Un rôle qui est extrêmement restreint dans leur tête. Donc voilà, on voit encore une fois que les adolescents soulèvent de manière très visible les problématiques sociétales autour du genre, autour des représentations qu'on peut se faire de l'homme et de la femme, et notamment de la violence chez une femme qui existe et qui aujourd'hui, en tout cas, questionne encore davantage que par le passé. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette intervention et cette présentation de votre travail vraiment intéressante. Voilà, place aux questions à nouveau. Et après, je laisserai la place à ma collègue Marianne Sanchez, psychologue à l'UMJ, pour la suite de l'animation. Bonjour, merci beaucoup pour cette intervention intéressante. Alors moi-même, je suis psychologue et je travaille avec des adolescents, adolescentes en région Lorraine. Donc j'ai deux questions à vous, Madame Holstein. C'est tout d'abord la première question par rapport aux situations de trauma, et non seulement des traumas vécus dans l'enfance, mais aussi ce qu'on appelle l'état de stress post-traumatique. J'imagine que c'est assez courant dans ce milieu-là. Alors ma première question, c'est comment justement, avec quelle méthode vous travaillez et quels outils vous avez. Et ma deuxième question, c'est vous avez souligné l'enveloppe psychique et physique, que vous travaillez beaucoup justement sur ça. J'imagine qu'un des outils, c'est l'atelier que vous mettez en place avec des éducateurs. Est-ce qu'il y a d'autres outils justement, ou vos propres méthodes de travail, encore une fois,
Voilà, à ce niveau-là. Merci. Oui, bien entendu, le stress post-traumatique, on en rencontre, enfin j'en rencontre, il y en a pas tant que ça. Il y en a quelques-unes avec des symptômes en effet très envahissants. Alors, excusez-moi, je reviens sur l'atelier. L'atelier, il est fait par plusieurs éducateurs. Moi, j'ai pas le temps, à vrai dire. J'aimerais beaucoup le faire, mais j'ai pas le temps. C'est notamment un atelier esthétique où il y a des massages, etc., où il y a tout un maquillage, onglerie, tout ça, où il y a tout un travail sur la féminité, sur le qui est mis en place. Pour le stress post-traumatique, j'ai pas d'outil particulier. J'utilise une grille d'évaluation déjà. En général, c'est des symptômes qui s'apaisent avec l'enfermement, à vrai dire. Il y en a une pour lesquelles les symptômes ont eu du mal à s'apaiser, mais ça y est, ils ont disparu. La contenance, à vrai dire, moi j'ai l'impression que la contenance institutionnelle a tendance à résorber les symptômes. Et puis sinon, on fait des reconstitutions ensemble. J'attends le moment où elles sont prêtes. On fait aussi des entretiens à deux avec l'éducateur pour être très étayants. Alors ça, c'est des choses qui marchent très bien avec elles. Elles sont très très réceptives à ça. Et ces jeunes filles, elles ont la particularité d'évoluer. Alors elles sont très impulsives, mais elles sont aussi très rapides à évoluer. Donc en une séance, il peut se passer des choses vraiment formidables, quoi. La séance d'après, elles sont différentes. Donc voilà, c'est des outils comme ça. J'ai pas de méthode plus pointue que ça pour le stress post-traumatique. À vrai dire, il y a tellement de problématiques différentes que voilà, je m'adapte un peu à ce qui vient. S'il vous plaît. Je voudrais poser deux questions. La première, le premier topo nous présentait les racines du mal dans un dosage ou un manque de dosage de bonne mère. Vous introduisez les deux genres dans les problématiques présentées. Donc, deux questions techniques. La première, est-ce qu'il y a des mecs chez vous, dans vos équipes, et de quelle manière vous les casez en tant que psychiatre? Et j'ai travaillé longtemps dans un service de psychiatrie de la Salpêtrière, qui est un service fermé, donc très, 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 très dur, avec des flingues chargées, etc. Comment vous introduisez les mecs dans vos équipes? Le deuxième point, c'est techniquement, comment est-ce que vous gérez la séance de psychologie? Vous existez dans l'équipe? Est-ce qu'il y a des moments qui s'appellent séance de thérapie lundi de 14h à 15h? Alors, oui, il y a des hommes dans notre équipe. Je dirais même que j'ai pas fait... on va pas faire le compte, mais je pense que c'est moitié-moitié. Les professionnels, il y a une mixité dans les professionnels, autant d'hommes que de femmes, à un ou deux près. Alors en plus, effectivement, c'est non mix, mais c'est important pour le coup, pour nous, d'avoir des figures masculines au sein de notre équipe. Alors comment on les introduit? J'ai envie de vous dire qu'ils sont là quand les jeunes filles arrivent et qu'elles font avec, et que c'est pas une difficulté en soi. C'est une richesse parce qu'effectivement, comme on l'a dit, elles ont aussi souvent un relationnel aux hommes qui est très particulier, et la présence d'hommes bienveillants à leur égard, c'est aussi très important qu'on puisse travailler là-dessus et du coup apporter aussi un regard autre à ces jeunes filles sur les hommes en général. Pour les séances de psychologie, en fait, les temps des jeunes filles sont séparés en des temps qu'on dira scolaires et non scolaires, lundi, mardi, jeudi, vendredi, où elles sont prises en charge par ce que nous on appelle des pédagogues, donc un professeur de sport, un ETS cuisine,
une conseillère d'insertion socio-professionnelle et un professeur des écoles. Et donc, elles ont des emplois du temps, comme à l'école. Alors, même si ma collègue est aussi là sur les temps non scolaires, par exemple le mercredi, mais en tout cas, sur l'emploi du temps qui est fourni à ces jeunes filles chaque semaine, sont notés les rendez-vous avec ma collègue. Collègue qui va chercher les jeunes filles là où elles se trouvent et du coup où tu fais la séance. Alors après, c'est vrai que le boulot de psycho en CEF, alors il y a ce côté-là, mais ma collègue fait aussi des séances de sport. Bon voilà, faut sortir un petit peu du cadre et mouiller la chemise. Et puis pour les jeunes filles qui vont être un peu plus en difficulté pour aller à ces rencontres, bon voilà, elle s'est usée de stratégies pour entrer en relation hors du bureau de la psychologue. Bonjour. Je voulais savoir quelle était la durée moyenne du séjour que ces jeunes filles font dans le centre. Pardon. Alors, c'est un placement de 6 mois, renouvelable une fois. Voilà. Et les résultats généraux après un séjour sur les taux de récidive, sur cette alternative à la prison dont vous parliez? Alors, on a toujours cette question-là, à laquelle on est toujours très embêté, puisque avec le droit à l'oubli, le suivi n'est pas forcément simple. Donc, je n'ai pas de chiffres. Voilà, très clairement. Maintenant, les liens perdurent pour les jeunes filles qui le désirent, c'est-à-dire qu'elles appellent, elles continuent à appeler, à donner des nouvelles. Alors on a parfois d'heureuses nouvelles et des jeunes filles qui vont plutôt bien. Des jeunes filles aussi qui peuvent faire un retour en incarcération. Pour autant, je pense aussi, mais comme tout travail éducatif, c'est-à-dire que la graine qu'on a semée au CEF pendant ces 6 mois ou ces 1 an, soit elle pousse, elle germe parce que elles sortent. On a aussi dans le travail avec un projet d'insertion socio-professionnelle. On travaille beaucoup là-dessus au CEF, ça fait partie du deuxième. On réfléchit sur les actes pour éviter d'être dans la récidive et puis on essaie de s'insérer. Mais en tout cas, la petite graine qu'on germe pendant ces 6 mois ou 12 mois, ou parfois un peu moins quand elles ont justement un projet professionnel et que la formation, l'apprentissage démarre là, ou que le patron souhaite voir la jeune fille, c'est aussi des demandes qu'on peut effectuer au juge, donc c'est pas... on a bon espoir qu'à un moment donné, parce qu'il y a aussi des jeunes filles qui passent par l'incarcération et qui redonnent des nouvelles après en disant mais je me souviens, alors surtout avec les éducateurs plus qu'avec nous, mais je me souviens, t'avais dit ça et tu te souviens au CEF on avait fait ça et en fait ça fait comment empreinte. Maintenant avoir des chiffres et je pourrais pas vous en donner. Bonjour. J'ai entendu que vous faisiez, ça doit être des intervenants extérieurs quand vous parlez des ateliers beauté, massage, etc. Alors là, j'ai 2 questions. La première, c'est quelle est la formation de ces personnes qui viennent pour ce type d'atelier esthétique, Et la deuxième, c'est comment est-ce que ces jeunes filles investissent ces ateliers? Alors juste sur la formation, je vais te laisser sur l'investissement des jeunes filles. En fait, notamment là pour ce que vous parlez, l'esthétisme, ce ne sont pas des intervenants extérieurs. Ce sont les alors des éducatrices, parce que voilà, c'est vrai que les garçons, au niveau de l'onglerie, tout ça, nos éducs, ils sont pas super à l'aise avec ça. Bon, ils sont plus dans le sport, là, on les attend, mais c'est aussi un vecteur très important au CEF, le sport. Là, pour le coup, ce sont des éducatrices qui ont un savoir-faire, donc avec, ou pas d'ailleurs, une formation sur l'onglerie ou sur les massages, ou qui effectuent ces ateliers. Même si on peut avoir des intervenants extérieurs sur d'autres animations, activités, mais en tout cas, celui-ci, en plus, qui est un pôle très important au sein du CEF, ce sont nos éducatrices en poste. Une dernière question. Et donc, comment elles investissent, ces jeunes filles Oui, cet atelier en particulier, vous... Oui, plus particulièrement, oui, mais en général, les ateliers qu'on leur propose, comme ça dépend. Surtout alors, au niveau de la féminité, pour leur rendre... C'est très bien investi par les jeunes filles. Elles sont, c'est la première fois qu'on leur propose souvent ce genre de choses. Elles sont très contentes, elles ont du mal à s'arrêter, elles ont du mal à laisser leur place aux autres.
extrêmement bien investi et on les voit évoluer au fur et à mesure du placement dans leur image d'elles-mêmes et revenir à quelque chose de plus soigné, de plus investi à leur manière, hein, parfois viril, peu importe, mais à leur manière, quelque chose dans le soin d'elles-mêmes. Voilà. Donc je suis psychologue et j'avais une question par rapport à la jalousie. Est-ce qu'il y a quelque chose de très archaïque? Donc ma question c'était, elles sont dans l'envie comme l'enfant veut la voiture rouge de l'autre enfant, mais comment vous travaillez ça? Parce qu'il faut aller vers le désir, on est dans l'envie, après on va vers le désir, et puis comment elles évoluent ces jeunes filles, c'est-à-dire qu'elles restent avec cette fragilité, c'est-à-dire toujours la peur de perdre l'amour, voilà. Et puis j'avais une autre question, un peu peut-être terre à terre, mais est-ce que vous utilisez les arts martiaux voilà, avec les jeunes filles pour apprendre à contrôler toute cette pulsion, voilà. Mais la question de la jalousie m'intéresse plus. Ouais, je vous réponds tout de suite. Les arts martiaux, oui. Enfin, plutôt la boxe. C'est davantage la boxe. Le sport, beaucoup, puis la boxe. Voilà. Voilà, c'est quelque chose qui est très investi par la plupart, en effet. Qui marche bien. Pour ce qui est de la jalousie, comment ça se passe? Alors, elles sont obligées, dans un groupe comme ça de 10 maximum, elles sont obligées de tout partager. Tout le quotidien est partage, quelque chose qui est très compliqué. Elles sont obligées de partager leurs référents, elles en ont 2. Elles ont toujours à les partager. Ce sont des vraies souffrances pour elles, très compliquées, des choses qui reviennent toutes les semaines en entretien avec moi. Aussi des jalousies entre elles. Elle me parle plus, elle parle plus à l'autre. Bon, bref, des choses qui arrivent à l'adolescence, mais qui chez elles sont évidemment exacerbées. Alors, au CEF, elle constate qu'on peut partager sans perdre quelqu'un. Peu à peu, elles s'aperçoivent qu'on peut partager un référent, qu'on peut partager un professionnel, qu'on peut partager plus avec nous qu'avec les autres jeunes filles. Hein. Qu'il est possible de se faire, qu'un adulte prenne soin d'elle sans pour autant et prenne soin de quelqu'un d'autre sans pour autant les abandonner. Le problème de la place, elle est là. Quelle place j'ai, quel rôle j'ai, est-ce que j'ai ma place, est-ce que j'ai le droit, est-ce que je suis légitime, etc. Ça, c'est des questions, c'est H24, du matin au soir. Hein, et donc la question de la place, elle se joue tout le temps et au fur et à mesure, elles apprennent à s'apaiser là-dessus, pas toutes, mais la plupart, à s'apaiser là-dessus et à comprendre que partager, ça ne veut pas dire abandonner. Merci beaucoup. Excusez-moi, je voulais juste vous poser une dernière. Désolée, bonjour. On va avoir du mal à terminer. Non, je voulais juste dire qu'on est psychologue à l'aide sociale à l'enfance dans le nord de la France et on travaille beaucoup avec des jeunes aussi en proie à des traumatismes sévères, d'abandon, de rejet, de maltraitance multiple, et on essaie de mettre en place des nouvelles techniques thérapeutiques efficaces comme l'hypnose. Alors après, on essaiera de se former à la MDR et aussi j'ai une amie qui est thérapeute, Christiane Sauban, qui s'est formée à Paris sur le brain spotting. Hein, ce sont des outils qui peuvent vraiment face à l'ESPT, au trauma sévère, etc., aider le jeune à déstocker des émotions négatives. Tout à fait. Moi, EMDR, hypnose, je vais y venir. Merci. C'est prévu.